Un appartement silencieux dans le 7e arrondissement de Paris. Un corps sans vie découvert au petit matin. Une star de 43 ans dont le cœur s'est arrêté sans explication claire. En 2025, l'histoire de Romy Schneider continue de hanter des millions de personnes à travers le monde. Et ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette tragédie. Parce que derrière l'icône glamour se cache une vérité déchirante. Un mariage qui a défié l'âge et les conventions. Un fils mort dans des circonstances atroces. Une femme brisée par le chagrin qui n'a jamais pu se relever. Et un homme qui, pendant plus de 40 ans, a gardé le silence sur ce qui s'est vraiment passé. Mais voici la question que personne n'ose poser. Pourquoi le cœur de Romy s'est-il vraiment arrêté? Était-ce un suicide? Une overdose? Ou quelque chose de bien plus tragique? Restez jusqu'à la fin, parce que les révélations de Daniel Biasini vont complètement changer votre vision de cette légende. Plongeons dans l'univers douloureux, intime et absolument captivant de Romy Schneider et l'homme qui l'a aimé jusqu'au bout. En 1973, Daniel Biasini n'avait que 24 ans. Un jeune franco-italien aux traits marqués et à la présence calme et réfléchie. Il venait à peine de commencer à travailler comme attaché de presse pour une société de production. Mais le destin allait tout changer. Il fut placé sur le tournage du train réalisé par Pierre Granier de Fer. C'est là qu'il rencontra Romy Schneider. La star d'or de l'Europe. Déjà une légende vivante à 35 ans. La jeune Sissi était devenue l'une des femmes les plus respectées du cinéma français. Mais derrière cette élégance, elle se désagrégeait peu à peu. Son mariage avec le dramaturge allemand Harry Meyen s'était effondré après des années de tensions et d'abus. Elle se battait pour la garde de leur fils David. Les tabloïds la décrivaient comme fragile. Capricieuse. Instable. Daniel devint sa main ferme au milieu de la tempête. Officiellement, il s'occupait des relations presse et de la logistique. Officieusement, il devint son ancre. Lorsque Romy s'installa définitivement à Paris, c'est Daniel qui lui trouva un appartement rue Bonaparte. Près de Saint-Germain-des-Prés. Un refuge paisible loin des projecteurs. Il gérait ses appels. Ses rendez-vous. Son image publique. Mais il s'occupait aussi du petit David quand elle tournait à l'étranger. Au départ, leur lien était purement professionnel. Mais l'intensité du monde de Romy ne laissait guère de place à la distance. Elle rentrait du tournage épuisée, se souviendra plus tard Daniel. Elle ne voulait ni glamour ni bruit. Elle voulait le silence, elle voulait la paix. Et il la lui offrit. En 1974, Daniel était devenu bien plus qu'un assistant. Il était son confident. Sa bouée émotionnelle. Romy, hantée par la trahison et l'abandon, trouva en lui quelque chose de nouveau, la stabilité. Il avait 11 ans de moins qu'elle. Mais la différence d'âge n'avait aucune importance. Avec lui, je me sentais jeune à nouveau, confia-t-elle un jour à une amie. En décembre 1975, ils se marièrent discrètement à Berlin-Ouest. Peu de célébrités furent invitées. Romy voulait l'intimité, pas le spectacle. La presse, encore obsédée par sa relation passée avec Alain Delon, s'y intéressa à peine. Mais Daniel s'en moquait. Il avait épousé la femme, non la star. La joie ne dura pas longtemps. Le soir du Nouvel An de cette même année, Romy fit une fausse couche dévastatrice après une intervention dentaire. Cette perte la détruisit. Elle voulait cet enfant plus que tout, confia Daniel. Cela lui a brisé le cœur. Pourtant, la vie continua. 2 ans plus tard, le 21 juillet 1977, naquit leur fille Sarah. Petite. Prématurée. Mais forte. Romy rayonnait. Ses amis disaient qu'elle n'avait jamais semblé aussi paisible. Avec Sarah, dira plus tard Daniel, Romy a enfin cru que le bonheur pouvait durer. Pendant un temps, ce fut vrai. Il vivait entre Paris et Saint-Tropez. Organisait de petits dîners. Rendait visite aux parents de Daniel le week-end. Passait les vacances au bord de la mer. Romy adorait ces moments. Elle cuisinait des repas simples. Chantait pour Sarah. Se promenait longuement dans le jardin avec David. C'étaient les plus belles années, murmura Daniel. Mais la gloire a son prix. La carrière de Romy était exigeante. Des films avec Claude Sautet, Andrzej Zulawski, Costa Gavras. Tandis que le travail de Daniel comme journaliste et écrivain l'emmenait souvent à l'étranger. Les séparations s'allongeaient. Nous courions chacun après quelque chose, admit-il. Elle son art, moi mon indépendance. Et au milieu, notre famille s'est fissurée. Les disputes remplacèrent les rires. Romy, oscillant sans cesse entre éclat et désespoir,
était déchiré par ses insécurités. Les fantômes du passé revenaient hanter son esprit. Delon. Les pertes. La pression. Daniel tenta de la retenir, mais les fissures étaient trop profondes. En 1981, ils divorcèrent après 6 années tumultueuses. Ce n'était pas la haine, dit-il. C'était l'épuisement. Nous saignions tous deux de nos blessures. Pour David, alors âgé de 14 ans, le divorce fut insupportable. Son père Harry Meyen s'était pendu 2 ans plus tôt. Daniel était resté la seule figure paternelle stable qu'il connaissait. Le garçon l'adorait au point de demander à vivre avec lui plutôt qu'avec sa mère et son nouveau compagnon Laurent Pétain. Romy accepta à contre-cœur. Le cœur brisé. Cette décision la hantera à jamais. Mais attendez, parce que ce qui va suivre est la partie la plus tragique de cette histoire. En juillet 1981, David passa l'été chez les parents de Daniel à Saint-Germain-en-Laye. Une demeure tranquille en banlieue entourée d'arbres et protégée par un portail en fer forgé. Un après-midi, en rentrant d'une promenade, il se rendit compte qu'il avait oublié sa clé. Plutôt que de sonner, il tenta d'escalader le portail. Un geste qu'il avait déjà fait auparavant. Mais cette fois, son pied glissa. Les pointes de fer acérées lui transpercèrent la cuisse, sectionnant l'artère fémorale. Lorsque Daniel le rejoignit, le garçon perdait déjà beaucoup de sang. Il tenta de stopper l'hémorragie, pressant ses mains sur la plaie, appelant à l'aide, répétant son prénom. Il était encore conscient, racontera Daniel plus tard, les larmes aux yeux. Il me regardait et je lui disais de tenir bon. Mais le sang ne s'arrêtait pas. David mourut dans ses bras avant même que l'ambulance n'arrive. Il avait 14 ans. C'est la pire chose que j'ai jamais vécue, confia-t-il des décennies plus tard. On croit que le temps guérit. Mais non. On apprend seulement à porter le poids. Pendant des mois, il ne sortit plus de chez lui. Il ne mangeait presque pas. Romy venait souvent, pleurant silencieusement à ses côtés. Se voir était insupportable, dit-il. Nous étions unis par la douleur et détruits par elle à la fois. Les tabloïds ne leur laissèrent aucun répit. En quelques jours, des photographes volèrent et vendirent des images des funérailles de David. Et même des photos de son corps. Romy fut bouleversée. Ils l'ont tué 2 fois, cria-t-elle. Elle supplia la presse de la laisser en paix, mais les intrusions ne cessèrent jamais. Elle cessa de sourire devant les caméras. Sa santé déclina rapidement. Daniel dira plus tard qu'à partir de ce jour-là, Romy était en vie, mais elle ne vivait plus vraiment. Chaque fois qu'ils se voyaient, l'absence était là comme une ombre entre eux. Nous n'étions plus 4, murmura-t-il. Nous étions 3. C'était insupportable. Cette tragédie marqua le début de la descente finale de Romy. Vous commencez à comprendre l'ampleur de cette douleur? Moins d'1 an après la mort tragique de David, le cœur de Romy Schneider s'arrêta à son tour. C'était le matin du 29 mai 1982. Elle fut retrouvée sans vie dans son appartement du 7e arrondissement de Paris par son compagnon Laurent Pétain. Elle n'avait que 43 ans. Le monde retint son souffle. L'impératrice lumineuse du cinéma européen venait de s'éteindre. Et les circonstances étaient aussi mystérieuses que déchirantes. Les rumeurs éclatèrent aussitôt. Suicide. Overdose. Dépression. Voire des soupçons de crime. La presse s'empressa d'en faire le dernier acte d'une tragédie annoncée. Des comprimés furent retrouvés près de son lit. De l'alcool aurait été détecté dans son organisme. Elle vivait sous une tension émotionnelle immense. Que pouvait-ce être d'autre? Mais Daniel Biasini, l'homme qui la connaissait mieux que quiconque durant ces années fragiles, n'a jamais accepté cette version. Ce n'était pas un suicide, affirma-t-il fermement des décennies plus tard. Ce n'était pas les drogues. Ce n'était pas la folie. Son cœur, il s'est simplement arrêté. Selon Daniel, Romy souffrait depuis des mois de problèmes de santé dont le public ignorait presque tout. Après une opération en 1980 destinée à retirer un rein défaillant, elle était restée affaiblie physiquement et moralement. La cicatrice, longue de près de 30 cm sur son abdomen, lui rappelait chaque jour sa fragilité. Ce n'était pas seulement la douleur, expliqua Daniel. Mais ce que cette marque symbolisait. Un corps qui lâchait comme son âme brisée. À cela s'ajoutaient les difficultés financières. Malgré plus de 60 films et des collaborations avec Visconti ou Sautet, Romy était endettée. Le fisc français exigeait des sommes considérables. Elle subvenait aussi aux besoins de plusieurs proches. Employés. Anciens compagnons. Elle n'avait jamais su gérer l'argent. Et dans ces dernières années, le fardeau devint insoutenable.
Mais ce qui la détruisait le plus restait le chagrin. Romy ne s'était jamais remise de la mort de David. Chaque matin, elle passait devant sa chambre et s'arrêtait. Ses baskets étaient encore près de la porte. Elle refusait de les déplacer. Parfois, elle entrait, s'asseyait sur son lit, et lui parlait comme s'il était encore là. Elle ne voulait plus vivre, avoua Daniel. Mais elle ne voulait pas mourir non plus. Elle ne savait simplement plus comment continuer. Dans les jours qui suivirent sa mort, Daniel fit ce qu'il avait toujours fait, la protéger. Leur fille Sarah, âgée de 4 ans, fut tenue à l'écart des flashs. Des gros titres. Du tumulte. Daniel organisa les funérailles lui-même. Simplement. Dignement. Sans spectacle. Alain Delon, le grand amour et l'ami le plus fidèle de Romy, fut parmi les premiers à arriver. Il resta des heures assis près du cercueil, pleurant en silence. Daniel ne l'interrompit pas. Ils appartenaient l'un à l'autre d'une façon que je ne pouvais pas toucher, admit-il plus tard. Ce jour-là, Daniel ramena Sarah à la maison et se fit une promesse. L'héritage de Romy ne serait pas abandonné aux ragots ni aux mensonges. Pendant des années, il refusa les interviews, les livres, les documentaires. Mais lorsque les rumeurs commencèrent à salir son image, la présentant comme une femme détruite par les pilules et l'alcool, il ne put se taire. Non, déclara-t-il dans une rare interview à Gala. Il voulait un drame. Une femme anéantie par la célébrité. Mais elle n'était pas détruite. Elle était en deuil. Elle était humaine. Elle aimait ses enfants. Voilà la vraie Romy. Un film en particulier le révolta. 3 jours à Quiberon qui dépeignait une Romy brisée et instable, sombrant dans l'alcool lors d'une célèbre interview en 1981. Dans une scène, la Romy fictive refuse un appel de son fils. Trop ivre pour lui répondre. Daniel fut furieux. Jamais, dit-il, les mâchoires serrées. Jamais elle n'a manqué un appel de David. Jamais. Il porta plainte contre les producteurs, exigeant le retrait de la scène et des dommages. Il perdit 2 fois. Mais l'argent n'était pas son but. Je voulais simplement protéger sa dignité, déclara-t-il à Bild. Si je ne le fais pas, qui le fera? Jusqu'à plus de 70 ans, Daniel resta le plus fidèle défenseur de Romy. Quand on lui demanda pourquoi il continuait à se battre, il répondit simplement « Parce qu'elle était ma femme. Parce qu'elle m'a donné une fille. Parce qu'elle n'a jamais pu se défendre elle-même. » Et lorsqu'on lui demanda ce qu'il gardait d'elle, il répondit sans hésiter. Elle riait beaucoup. On l'oublie. Elle riait comme quelqu'un qui savait que la vie est courte. Et elle aimait avec passion ses enfants, son travail, ses dimanches au jardin. C'est ça, Romy. C'est ce que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, âgé de 75 ans, Daniel Biasini vit dans le sud de la France. Dans une maison modeste mais élégante à l'abri des regards. Après des décennies passées à protéger sa fille et à préserver la mémoire de la femme qu'il avait tant aimée, il a choisi une existence paisible. Loin des projecteurs. Journaliste. Scénariste. Ancien correspondant de guerre. Il s'est depuis longtemps retiré de la vie publique. Mais pour ceux qui le connaissent, Daniel reste un homme d'une grande discrétion. Toujours polyglotte. Précis dans sa routine matinale. Et hanté par les 2 pertes qui ont marqué sa jeunesse. David et Romy. Il s'est remarié en 2003 avec Gabriele Edrich, écrivaine et traductrice. Leur union est solide. Mais selon leurs proches, l'ombre de Romy n'est jamais loin. Ces photos ornent encore le bureau de Daniel. Certaines volées sur le vif. D'autres prises sur les plateaux de tournage. D'autres encore la montrant tenant la petite Sarah dans le jardin de Saint-Tropez. Jamais il n'a dit un mot négatif sur elle. Jamais il ne l'a réduite à cette image d'actrice maudite que la presse adore ressasser. Même après son remariage, Romy est restée la blessure belle. La blessure magnifique qu'il portera toute sa vie. Il y a des blessures dont on ne parle pas, confia-t-il à un journaliste français en 2020. On les porte simplement. On apprend à marcher différemment à cause d'elles. Ses journées sont désormais rythmées par la simplicité. Il lit, s'occupe de ses oliviers, et observe sa petite fille Anna Rosalie, la fille de Sarah, jouer dans le jardin lors des visites familiales. Parfois, il écrit. Jamais sur Romy directement. Mais toujours sur la mémoire. La perte. Les fantômes qui nous accompagnent. On lui a souvent proposé d'écrire des mémoires, mais il a toujours refusé. Les gens voulaient du scandale, pas la vérité, dit-il. Il voulait une femme détruite par la gloire. Ce n'était pas son histoire.
Il reste blessé par la façon dont le monde se souvient de Romy. Brisée. Dépendante. Instable. Il ne la connaissait pas, insiste-t-il. Elle n'était pas faible. Elle riait tout le temps. Elle aimait marcher pieds nus dans le jardin. Elle adorait les dimanches chez mes parents. Elle vivait pour David et Sarah. Ce n'était pas une icône. C'était une mère. Parlons maintenant de Sarah, l'héritage vivant. Sarah Biasini n'avait que 4 ans et demi lorsque Romy Schneider est morte. Ses souvenirs de sa mère ne sont pas des scènes mais des éclats. Un baiser au bord d'une piscine. Un petit déjeuner au lit. L'odeur d'un parfum. Mais grandir en France pour elle signifiait ne jamais pouvoir oublier. Le visage de sa mère était partout. Sur des photos en noir et blanc. Des affiches. Des rediffusions sans fin de Sissi chaque Noël. Des inconnus l'arrêtaient dans la rue. Murmurant avec émotion, « Vous êtes sa fille, n'est-ce pas ?» Comme si elle était une relique vivante d'un fantôme. Mais Sarah ne se sentait pas liée à l'icône. Elle se sentait abandonnée par la femme. Durant son enfance et son adolescence, Romy fut un mystère que Sarah n'était pas certaine de vouloir percer. Son père Daniel fit tout pour la protéger du tumulte médiatique. Il l'éleva dans un cocon paisible. Loin des projecteurs parisiens. Je ne voulais pas être sa fille, avoua-t-elle plus tard. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne savais pas comment la porter. Elle refusa les interviews pendant des années. Ne regarda jamais les films de sa mère. Rejeta les rôles qui cherchaient à la comparer à Romy. À la place, elle traça son propre chemin. Études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Puis départ pour les États-Unis où elle suivit les cours du Lee Strasberg Institute à Los Angeles et de l'Actors Studio à New York. Un océan entier entre elle et le fantôme maternel. Revenue en France dans sa vingtaine, Sarah bâtit patiemment sa carrière d'actrice. Principalement au théâtre. Rarement au cinéma. Elle choisit des rôles discrets. Profonds. Sans éclat. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas la célébrité, mais la vérité. Et pourtant, malgré la distance, le deuil la rattrapait toujours. J'ai vécu avec une femme que je ne connaissais pas, confia-t-elle. Et pourtant, j'ai porté sa douleur comme si c'était la mienne. Ce n'est qu'en 2009, lorsque la tombe de Romy fut profanée au cimetière de Boissy-sans-Avoir, que Sarah s'effondra. Un appel de la gendarmerie. La sépulture de sa mère avait été vandalisée. L'idée que même dans la mort, Romy ne pouvait pas reposer en paix rouvrit toutes les blessures. 2 ans plus tard, Sarah commença à écrire. Pas une biographie. Pas un hommage. Une lettre. Une lettre adressée à sa fille, Anna Rosalie, née en 2010. Cette lettre devint son livre publié en 2011. La beauté du ciel. Tout le monde veut se souvenir d'elle, sauf moi. Tout le monde veut pleurer pour elle, sauf moi. Le livre est brut. Poétique. Parfois en colère. Sarah y interroge la maternité. Comment devenir mère quand on n'a presque pas connu la sienne? Comment protéger son enfant du poids d'une douleur héritée? Quand on me demande si je me souviens d'elle, écrit-elle, c'est comme si on me demandait de décrire la partie la plus intime de moi-même. Comment expliquer quelqu'un que je n'ai connu qu'en fragments? Mais à travers l'écriture, quelque chose s'est apaisé. Pour la première fois, Sarah s'est autorisée à pleurer. Non seulement la femme que Romy fut, mais la mère qu'elle n'a jamais eue. Et dans ce deuil, elle a trouvé une forme de paix. Elle parle de son père avec une infinie tendresse. Il ne m'a jamais menti. Pas une seule fois. Même quand la vérité faisait mal. Il n'a jamais voulu en faire une sainte. Il l'a laissée humaine. Sa fille Anna est devenue le pont entre les générations. C'est en devenant mère que j'ai enfin compris Romy, dit-elle. Dans ma famille, il y a toujours cette urgence à dire je t'aime. À ne jamais partir fâché. Parce qu'on sait ce que c'est perdre quelqu'un trop tôt. Son compagnon, le metteur en scène Gilles Lefebvre, lui a un jour soufflé, tu ne seras pas seulement la fille de ta mère. Tu seras la mère de ta fille. Cette phrase fut une révélation. Pour la première fois, Sarah n'était plus définie par la perte, mais par ce qu'elle pouvait transmettre. Aujourd'hui, à la mi-quarantaine, Sarah Biasini continue d'agir, d'écrire et de parler avec prudence du passé. Mais elle le fait à ses conditions. Elle honore Romy non par les statues ou les cérémonies, mais par la mémoire et par l'amour. Elle n'était pas parfaite, a-t-elle dit. Mais elle était la mienne. Et maintenant, à travers Anna, je la comprends mieux que je ne l'aurais jamais cru possible. Daniel Biasini n'a jamais cherché la lumière. Mais en brisant son silence, il nous a offert quelque chose de rare.
Un portrait de Romy Schneider dessiné non par la gloire ni par la rumeur, mais par l'amour, la douleur et la vérité. Alors maintenant, dites-moi, voyez-vous Romy autrement maintenant? Cette histoire a-t-elle changé la façon dont vous vous souvenez d'elle? Pensiez-vous qu'elle s'était suicidée? Ou aviez-vous toujours soupçonné quelque chose de différent? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si son histoire vous a ému, vous savez ce qu'il vous reste à faire.